Les chatbots dopés à l'intelligence artificielle générative bouleversent nos sociétés à une vitesse vertigineuse et cela nous amène à nous poser la question fondamentale de savoir où va l'IA. Pour y répondre, on peut s'en remettre aux nombreux auteurs d'essais sur le sujet ou, au contraire, se tourner vers un homme de lettres qui manipule la métaphore pour nous amener à réfléchir et, comme il le dit lui-même, nous alerter au travers de cette réflexion. C'est pourquoi j'ai interviewé Gauthier d'Ambreville, auteur de Variations aux éditions L'Harmattan. Une interview d'autant plus intéressante du fait du passé de Gauthier, comme DSI, d'une grande banque qui a automatisé tous les processus au point de se dire aujourd'hui qu'on peut faire partir tous les employés, je le cite, en même temps, et les banques continueront de tourner toutes seules. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'IA, cette Formule 1 conduite en hors-piste par un amateur sans permis avec Gauthier d'Ambreville, auteur de Variations à l'Harmattan en 2024. Gauthier est ingénieur de formation et ancien directeur informatique dans le secteur bancaire. Il observe les évolutions de l'IA depuis plus de 40 ans. Auteur du livre Variations, IA, le puzzle de notre futur s'assemble, publié aux éditions L'Harmattan, il nous livre dans cette interview sa vision experte d'un avenir où les pièces d'un immense puzzle technologique et sociétal s'assemblent sous nos yeux sans que nous en maîtrisions vraiment le résultat final. En fin de compte, je trouve l'approche métaphorique du livre de Gauthier bien plus puissante que l'analyse clinique et fatalement brumeuse de ce puzzle dont personne ne maîtrise toutes les pièces, même pas les meilleurs experts des réseaux de neurones. Pour résumer cette interview en 3 points, premièrement, métaphore centrale, l'IA générative est comme une Formule 1 conduite par un amateur sans permis en hors-piste, c'est puissant, ça va vite, mais les embardées sont possibles. Deuxièmement, façon puzzle. Gauthier d'Ambreville voit l'IA comme un puzzle qui s'assemble où chacun apporte sa pièce, mais personne n'a la vue d'ensemble. Troisièmement, paradoxe de la perfection. Notre obsession sociétale de la perfection prépare notre propre remplacement par des machines parfaites. On veut des machines qui copient les humains et le paradoxe est justement que ce sont les humains qui finissent par copier les machines. En définitive, où va l'IA ? Personne ne le sait vraiment, même les experts. La vraie question devient, où voulons-nous aller ? Il faut réfléchir à ce qu'on veut préserver d'humain. Je vous laisse en compagnie de Gauthier d'Ambreville pour cette interview. Quand on a lancé Internet, on a lancé les réseaux sociaux, on n'a donné aucun mode d'emploi. On voit ce que ça donne. Avec l'IA, c'est la même chose. C'est comme si on mettait à disposition une Formule 1 à des gens qui n'ont pas le permis de conduire. Donner une Formule 1 à quelqu'un qui ne sait pas conduire, ça me paraît assez grave, surtout si c'est en dehors d'un circuit. Je m'intéresse à l'intelligence artificielle depuis maintenant plus de 40 ans. J'ai fait toute ma carrière dans le domaine bancaire où j'étais directeur informatique. Mon rôle, en fait, c'était d'automatiser les tâches qui, pour la plupart, à l'époque, étaient manuelles. Et aujourd'hui, toutes les banques sont automatisées, c'est-à-dire qu'on peut faire partir tous les employés en même temps et les banques continueront de tourner toutes seules. Alors, le développement de l'IA, il y a à la fois une fascination, parce qu'en fait, l'IA avance toujours plus vite que ce qu'on prévoit. On se demande jusqu'où elle peut aller. Et puis, une certaine inquiétude, puisque ce n'est pas du tout l'inquiétude, ce n'est pas du tout le mythe de Frankenstein où la créature se retourne contre son créateur. C'est pas du tout ça. C'est plutôt tous les changements sociétaux que l'IA peut occasionner parmi nous tous. Alors, l'IA générative, l'IA déjà, je m'y suis intéressé depuis mes études et j'ai suivi presque quotidiennement toutes les évolutions de l'IA. Et la grande révolution, c'est dans les années 2010 avec le deep learning qui a donné l'IA générative. Le deep learning s'est développé surtout avec la puissance des machines qu'on n'avait pas avant. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'IA générative qui s'appuie sur le deep learning ? C'est comme un bébé qui apprend. Il apprend tous les jours et jusqu'au jour où le bébé arrive à un moment donné à vous dépasser. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est jusqu'où l'IA pourra nous dépasser. Alors l'objectif de ce livre, c'est quand même de faire prendre la mesure de ce qui se passe aujourd'hui, très modestement, parce que je crois que personne n'a idée aujourd'hui
de ce qui va se passer exactement. C'est comme un puzzle qui s'assemble, c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, et chacun, dans sa besace, apporte une petite pièce du puzzle. Alors toujours pour des bonnes raisons, hein. C'est toujours pour résoudre un problème donné, mais on ne sait pas ce que ça va donner au final. C'est un peu comme un tableau impressionniste, il faudrait se reculer pour avoir la vision du paysage qui est en train de s'assembler, mais justement on manque de recul sur le sujet. Et en fait j'ai voulu montrer que par des petits assemblages, des petites pièces du puzzle qui s'assemblent, un paysage s'assemble, mais on ne sait pas exactement comment sera ce paysage. Alors à l'origine j'ai écrit un roman qui pour l'instant n'a pas trouvé preneur, et j'ai eu l'idée en fait de développer des thématiques que j'avais utilisées dans mon roman, et en fait ça me permet de multiplier les points de vue, de multiplier les personnages et les situations, ce qui permet aussi de passer beaucoup plus de messages. Donc j'ai trouvé cette formule intéressante. Et puis aussi, j'ai une admiration pour le grand auteur américain Isaac Asimov, qui a écrit beaucoup de nouvelles, beaucoup de romans sur la problématique des robots, et j'ai trouvé que c'était intéressant d'agir comme ça. Et puis je ne voulais pas faire un essai, parce que des essais, il y en a d'excellents déjà sur l'intelligence artificielle, donc je n'ai pas voulu faire un essai de plus. C'est avant tout une anticipation. J'aime bien la formule de l'anticipation. L'anticipation, c'est partir d'une situation actuelle avec tous ces ingrédients, et puis se projeter, extrapoler vers le futur pour voir comment peut devenir la société. Alors évidemment, souvent en utilisant la caricature, parce que en fait on essaie de pousser le bouchon un peu plus loin pour voir exactement ce que ça va donner. Et ça permet à mon avis de faire réfléchir. Et ce que je n'aime pas en fait, c'est écrire sur le quotidien, parce que ce que tous les gens connaissent finalement, ils vivent dans la vie de tous les jours. Et ce que j'aime en fait, c'est faire réfléchir. Le fait de réfléchir, ça permet d'alerter, ça permet d'explorer différents horizons, et donc se poser des questions qui sont intéressantes sur l'avenir. Ces frontières, je pense qu'elles deviennent de plus en plus poreuses. Et d'une part parce que il n'existe pas aujourd'hui d'intelligence artificielle qui soit omnisciente, mais dans un domaine donné, une IA arrive très vite à surpasser l'homme, après beaucoup d'entraînement. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis deuxièmement, c'est sur les sentiments. On arrive très bien à faire simuler des sentiments à une IA. D'ailleurs, les humains savent le faire. Les humains savent simuler la colère, simuler l'empathie, simuler la politesse. Ça ne veut pas dire qu'ils éprouvent de la colère ou de l'empathie. Et une IA saurait très bien le faire. Donc, les frontières entre l'IA et l'humain aussi deviennent de ce fait assez floues. Je crois en fait que le souci de perfection qui anime nos sociétés, c'est un des problèmes majeurs. Aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. C'est-à-dire pour un mot déplacé, pour un mauvais geste, une mauvaise action, aussitôt ce sont des levées de boucliers, ce sont des collectifs, ce sont des pétitions. Ça veut dire que l'erreur individuelle n'est plus admissible. Alors la conséquence de ça, c'est que on ne veut plus prendre de décisions individuelles. On multiplie les instances collégiales, on multiplie les comités de décision. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les sociétés et qui alimente ce qu'on appelle la réunionite. Donc ce souci de perfection, à mon avis, est pour moi un danger, parce que l'erreur fait partie de la nature humaine. L'IA générative s'appuie sur le concept des réseaux neuronaux. Et qu'est-ce que c'est que les réseaux neuronaux ? C'est un ensemble de programmes. Les réseaux neuronaux, ce ne sont pas du hardware, ce sont des programmes, et qui essaient de simuler le fonctionnement du cerveau. À titre personnel, j'utilise ChatGPT, donc c'est une IA générative, pour réaliser des petits programmes en basique. C'est un langage basique, c'est un langage que je connaissais lors de mes études, mais que j'ai oublié, que j'ai pas envie de réapprendre. Donc j'explique à ChatGPT ce que je veux, et ChatGPT le fait très bien. Il me réalise des petits programmes. Pourquoi une IA générative ne serait pas capable de réaliser des programmes utilisant les réseaux neuronaux? Je pense que c'est possible. Alors peut-être pas encore maintenant, un manque d'entraînement, mais je pense que dans l'avenir, et à mon avis, un bref avenir, c'est tout à fait possible. Je pense
que c'est une mauvaise critique sur Geoffrey Hinton. C'est quand même celui qui a posé les concepts du deep learning dans les années 80. Il a eu comme élève Ian LeCun, c'est celui qui a popularisé le deep learning dans les années 2010 grâce à la puissance des machines. Non, je pense que Geoffrey Hinton, il est comme nous tous. Il sait pas ce qui va se passer. Il sait pas comment le paysage va s'assembler. Et en fait, c'est là, à mon avis, la difficulté, et c'est là le danger. Mais on peut pas dire que Geoffrey Hinton ne connaît rien au sujet. C'est un des plus grands experts, à mon sens, du sujet. C'est toujours le problème du puzzle qui s'assemble. On peut avoir une idée sur une pièce du puzzle, sur quelques pièces du puzzle, mais on n'a pas du tout d'idée sur le paysage qui s'assemble. Et c'est ça le problème. Et les meilleurs spécialistes au monde de l'intelligence artificielle ne savent pas aujourd'hui ce qui va se passer. Alors l'image de la Formule 1, elle est extrêmement intéressante. C'est la question du mode d'emploi. Avant tout ce qui a précédé l'intelligence artificielle, on n'a donné aucun mode d'emploi. C'est-à-dire qu'on a lancé Internet, on a lancé les réseaux sociaux, on a lancé les messageries, on a lancé les smartphones, on n'a donné aucun mode d'emploi. On voit ce que ça donne. Avec l'IA, c'est la même chose. Il va manquer le mode d'emploi. C'est comme si on mettait à disposition une Formule 1 à des gens qui n'ont pas le permis de conduire. Ça me semble assez grave, surtout si c'est en dehors d'un circuit. Une IA peut avoir un jugement moral dès lors qu'on lui apprend ce qui est moral, qui est immoral. Toutefois avec un bémol. Il y a 100 ans, ce qui était immoral et ce qui était moral ne l'est plus aujourd'hui, et vice-versa. Ce qui était immoral peut devenir moral, ce qui était moral peut devenir immoral. Donc l'IA va devoir savoir ce que c'est, ce qui est moral et immoral selon les situations du jour. Mais avec de l'entraînement, si on lui apprend ce que c'est que le bien, selon les critères du jour, ce que c'est que le mal, selon les critères du jour, elle peut très bien y arriver. C'est une question d'entraînement. Et elle pourra émettre des jugements. Quand on ne fait plus certaines choses, on en perd la pratique. Il y a 50 ans, chacun faisait du calcul mental. Il n'existait pas les calculettes électroniques. Aujourd'hui, beaucoup moins de personnes font du calcul mental. On se repose sur les calculettes électroniques. Avec l'IA, ça peut être la même chose. On va se reposer sur l'IA, on pense qu'on sait le faire, mais au bout de quelques années de non-pratique, on aura oublié la pratique. Et en fait, c'est réellement une dépossession. Alors le travail manuel, ça sera le plus difficile à remplacer en fait. Parce qu'il faudra des machines quand même assez élaborées pour faire du jardinage à notre place, pour faire le ménage, pour faire du repassage. Ça sera beaucoup plus difficile que pour remplacer l'homme dans des tâches intellectuelles. Les tâches intellectuelles, on est dans le domaine de l'immatériel. Ça sera beaucoup plus facile. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui déjà. C'est beaucoup plus facile que les tâches manuelles. Ça peut aussi redonner du sens au travail manuel, qui a quand même été fortement dévalorisé sur les dernières décennies. Alors, la question de l'authenticité de l'art, elle existe déjà, parmi les humains. Qu'est-ce qu'un artiste, finalement ? Un artiste ne part jamais de rien. Il part de tout ce qu'il a précédé. Il s'inspire des artistes avant lui. Et en fait, avec son talent, il va pousser l'œuvre beaucoup plus loin, en s'inspirant de tout ce qui a été fait avant lui. Une IA peut faire la même chose. Elle va s'inspirer... que ce soit dans le domaine de la littérature ou dans le domaine de la peinture, elle va s'inspirer de ce qui a été fait avant et elle va pousser plus loin avec quelques créations qui lui sont propres. Et en fait, l'art, c'est une succession d'étapes. Quand on voit l'évolution de la peinture depuis le classicisme jusqu'à maintenant, jusqu'à la peinture contemporaine, on voit qu'il y a eu des dizaines de petites étapes qui ont fait évoluer la peinture. Et à chaque fois, chaque artiste s'est inspiré de ce qui s'est fait avant. Donc pour l'IA, ça sera la même chose. On veut des hommes parfaits dans tous les domaines. On veut des hommes politiques parfaits, on veut des dirigeants d'entreprise parfaits. Et qu'est-ce qui peut être parfait ? C'est la machine, c'est l'IA. La machine et l'IA ne commettent pas d'erreur. Et donc, on veut que les hommes copient les machines. Et en faisant ça, on prépare l'avènement des machines, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va rester à l'homme ? C'est encore le danger. L'homme a une tendance naturelle, ça peut être la paresse, par la paresse, mais il a une tendance naturelle au divertissement. Il n'a pas une tendance naturelle à s'instruire. Il y a ces solutions de facilité et ces dangers d'une société qui serait uniquement consacrée au divertissement. Je reviens encore sur ce thème, mais ça me semble un thème fort. C'est comme toutes les inventions. Toujours le côté pile, le côté face. Ce qu'il faut, c'est se prémunir. On peut pas l'empêcher. Le coup est parti. On peut pas l'empêcher. Donc il faut se prémunir, avoir des pare-feux
Les modes d'emploi, on en parle assez peu, mais on n'a toujours pas les modes d'emploi. Et puis, se donner le temps de la réflexion pour dire, si les IA font à notre place, qu'est-ce qu'on va faire nous ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent ? Et c'est vraiment la grande question finale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous, à titre intelligent, mais en utilisant l'intelligence humaine pour répondre à ça. En conclusion de cette interview avec Gauthier d'Ambreville, on pourrait dire variation sur un thème connu. L'IA nous oblige à nous poser des questions sur nous-mêmes, mais n'en a-t-il jamais été autrement dans toutes les mutations technologiques ? Gauthier d'Ambreville nous invite à observer cliniquement les pièces d'un puzzle qui s'assemble sous nos yeux. L'homme a créé un objet dont la téléologie n'est pas apparente. Personne ne sait, pas même ceux qui ont construit des machines, où va l'IA. Gauthier d'Ambreville a beau dire que le mythe de Frankenstein n'est pour rien dans cette histoire, il me semble au contraire que si le créateur de la machine ne comprend pas ce qu'il a créé, les éditeurs de Mary Shelley vont pouvoir encore vendre beaucoup de livres. Ce livre Variation et cette réflexion nous rappelle que l'enjeu n'est pas de résister à l'IA, mais de comprendre comment vivre avec elle tout en préservant ce qui fait notre humanité. Un jeu qui n'est pas à somme nulle, mais qui n'est pas simple non plus. Dans cette course vers l'automatisation généralisée, la question centrale devient: que voulons-nous garder de nos qualités humaines ? Car c'est finalement nous qui tenons encore les clés de cette réponse, même si le temps presse pour la formuler clairement. Comme je le soulignais dans une présentation qui a eu lieu à Lille au mois de mars, cette question est véritablement une question philosophique. Elle n'a rien à voir avec la technique, c'est une affaire de choix, pas de supériorité, pour répondre avec 75 ans de retard à Alan Turing. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.